Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau, elle était déjà venue l'année dernière dans le podcast, Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, ça va très bien, merci, et toi ? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Avant de se lancer sur le sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui honteusement auraient pas écouté le dernier épisode avec toi ? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc je suis aujourd'hui plutôt dans la branche QA. Donc validation, intégration sur des solutions logicielles. Mais avant ça, j'ai été développeuse pendant plusieurs années. Voilà, et donc tout ça dans une entreprise qui gravite autour de la monétique, donc qui gère des paiements par carte bancaire, et également de la billettique, donc tout ce qui est les titres de transport pour le transport en commun. Et donc moi je suis plutôt dans la partie monétique, voilà, tout ce qui a trait au paiement carte bancaire. Et donc aujourd'hui tu es dans la qualité, donc c'est toi qui viens dire aux devs qu'ils ont pas bien fait leur travail et que ça plante de partout. Exactement, et avec aussi une partie support un peu auprès des clients lorsqu'ils vont installer eux la solution et qu'ils vont aussi passer dans leur phase de test, ou même des fois du support en production quand il y a des incidents, puisque quand nous on a tout passé en qualif, on a quand même une bonne maîtrise fonctionnelle et une bonne connaissance du logiciel. Ok. Donc aujourd'hui, t'es venu nous parler d'un petit sujet, on en a discuté avant, et moi il y en a un que j'aimais bien. Toi, tu aimerais nous dire pourquoi tu mets ton nez dans les tests auto des devs. Tout à fait. Raconte-nous ça. Pourquoi tu mets ton nez dans les tests des devs ? En quoi ça te regarde ? Non mais oh. Pourquoi ça me regarde ? Parce que alors au niveau du contexte, on va dire vraiment pratique de la production du logiciel, on a mis en place plusieurs phases de qualité. Donc si on part du plus près du code, on va dire, on va voir tout ce qui est les tests unitaires déroulés à la compilation. Et on a ensuite toute une série de tests automatisés, mais qui sont plutôt des tests d'intégration, donc qui vont être un peu plus fonctionnels, et qui sont là depuis avant moi-même que je rentre sur la partie QA du projet, sur la partie QA du projet. Et cette base de tests d'intégration, tests automatisés, me sert moi en qualif manuel, en recette interne, lorsque je vais dérouler des tests manuels où je vais valider un ensemble de corrections annoncées dans une livraison. Je vais m'appuyer sur le résultat de ces tests auto, de l'intégration continue, pour vérifier déjà, s'il y a un correctif et en test automatisé, je vais pas prendre la peine moi de le revalider manuellement. Donc l'idée c'est de gagner du temps. C'est pour ça qu'on fait des tests automatisés. C'est pour avoir un retour rapide sur la qualité du code, mais aussi pour gagner du temps en recette. Et donc l'idée de mettre le nez dedans est venue parce que d'une part en tant qu'ancienne développeuse et ayant travaillé un petit peu sur cette suite de tests automatisés, c'est quelque chose que je sais facilement lire. Bon, après c'est du XML, donc il n'y a pas non plus une grande difficulté à aller lire ces tests-là. Alors, tiens, mais en plus, je me permets juste de te couper c'est des tests qui sont XML, du coup ça ressemble à quoi ? Parce que moi souvent les tests auto c'est du code dans la stack d'origine, donc si on est en C#, c'est des codes en C#, si on est en Java, on a des codes en Java. C'est quoi le... En fait, il y a un moteur de test fait maison. D'accord. Qui va aller lire le XML, et en gros le XML, on pourrait prendre ça un peu comme un playbook. C'est une suite d'actions qui va dire tu vas exécuter tel script qui va permettre d'initialiser la base de données avec les données qui nous intéressent. Tu vas déclencher tel traitement, tu vas aller vérifier la présence de telle donnée en base, etc. C'est vraiment une suite d'actions. Voilà, c'est un descripteur d'actions.
et qui a le bon goût après de produire des fichiers de résultats et qui vont être intégrés et donc tout ça voilà, c'est déroulé dans Jenkins. Donc c'est quelque chose d'assez facile à lire. C'est des fichiers dédiés. Enfin voilà, il y a c'est dans une portion de la base de code qui est dédiée. Donc le fait d'aller lire ça, c'est assez facile. Et donc comme on a la connaissance métier, l'idée c'est de se dire voilà, on va pas faire le travail deux fois. On a besoin en qualif d'avoir une vision sur la couverture des tests automatisés. Est-ce que voilà, on a une bonne couverture ou est-ce qu'au contraire sur tel fonctionnel, voilà, c'est pas beaucoup couvert et il faut être particulièrement vigilant en recette manuelle. Et donc plutôt que de faire plein d'échanges avec les développeurs, alors t'as fait quoi, t'en es où, ce qui a été l'idée qu'on a eue, c'est de dire je vais, suivant les cas, suivant l'avancement de chacun dans la rédaction des tests, enfin dans son travail, soit je vais aller dire aux développeurs voilà, moi les cas de tests que j'imagine et qui sont facilement automatisables grâce à ma connaissance du moteur de test. Il y a tel cas fonctionnel que tu peux facilement automatiser et qui sont des cas importants au niveau métier. Si j'ai pas eu le temps de le faire en amont du travail du développeur, au moment où lui soumet sa revue de code, il y a une double relecture. Une qui est faite par un autre développeur sur l'aspect vraiment sur l'aspect code, et une relecture faite par moi pour valider que la couverture fonctionnelle des tests correspond à ce à quoi on s'attend et ce qu'on aurait fait de façon manuelle s'il n'y avait pas de test auto. Ok, alors je trouve ça assez intéressant. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que t'as dit, c'est que toi, alors t'as ton passif de dev, mais t'as un rôle orienté qualité. Mais tu relis ce qui se passe dans les PR, et ça je trouve ça cool d'avoir d'autres profils. Très souvent c'est que des devs qui relisent entre eux, et même des fois il y a que le lead du coin qui va relire et valider les PR oui. Mais du coup je trouve ça super intéressant de pouvoir que toi tu puisses avoir cette capacité, cette qualité-là d'aller relire le code des devs, même si c'est que sur des portions qui te parlent, mais je trouve ça super intéressant d'avoir ce regard en plus. Et donc ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis d'apporter une connaissance, pas une connaissance, mais plus un point de vue très métier, très test applicable aux devs. On a souvent moi j'ai plus une casquette de dev la plupart du temps, on va pas se mentir, où on a tendance à pas forcément voir tout de suite au moment où on code où est l'aboutissement métier, business du truc, à quoi ça va servir et qu'est-ce qu'on est en train de tester. Normalement on devrait, mais des fois les contextes font que c'est compliqué, des fois nos habitudes de dev font qu'on a tendance à l'oublier, ou quand on a des grosses problématiques techniques, des fois pendant un jour ou deux on est sur un truc compliqué et on perd de vue ça. Et je trouve ça vraiment intéressant de prendre le recul, d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre ce recul là. Oui, tout à fait, c'est l'intérêt de la recette interne et d'avoir une équipe dédiée à ça, c'est que ça va être une équipe qui justement va pas être la tête dans le code, qui va pas se noyer à essayer de traduire en code un diagramme qu'on leur a mis dans la spec, et qui va être normalement, en tout cas moi c'est la direction, c'est ma cible, ça doit être un peu le porte-parole, le garant du client. On va pas parler de DevRel aujourd'hui, mais ça transpire un petit peu avec ça. Si on n'essaye pas de se rapprocher de vraiment l'utilisation comme dans la vraie vie, je sais pas à quel moment on le fait. Si c'est pas la QA et la recette interne qui fait cette étape-là, voilà. Pour moi, il y a un souci. Et c'est une direction que je prends quand je rédige un test manuel. Le plus possible, j'essaye de le rédiger de façon à ce qu'on fasse que des actions qui seraient faites par l'exploitant dans la vraie vie.
C'est-à-dire que s'il y a une configuration à faire dans le logiciel, je vais la faire à la main, en utilisant les interfaces dédiées et compagnie, et pas jouer un script qui va aller me peupler une base de données avec les données qui m'intéressent, parce que le script peut être biaisé d'une part, et puis parce que voilà, dans la réalité, c'est pas ça qui sera utilisé. Donc voilà, dans cette activité, j'essaye le plus possible d'avoir la même perception que l'exploitant du logiciel. Forcément, j'aurais jamais la même perception que lui, mais j'essaie quand même de prendre son angle d'attaque. Après, voilà, forcément, on a un peu la connaissance des entrailles, de ce qu'il y a derrière. Mais voilà, notre rôle, c'est aussi d'être là pour éclairer les développeurs sur effectivement le contexte global du logiciel, pour arriver à comprendre effectivement un peu la big picture, comme on dit. Très concrètement, je fais également du onboarding. J'en ai fait cette semaine, j'ai fait une première partie cette semaine et je dois finir ce onboarding dans les semaines qui viennent. Et ça consiste à prendre les nouveaux arrivés et leur réexpliquer. Ils ont déjà eu des introductions au contexte métier dans lequel ils rentrent, mais de reprendre des supports de formation qu'on a aux clients par exemple, et de leur expliquer vous allez développer sur ça, autour il y a tout ça qui se passe, il y a tous ces logiciels qui gravitent, ça c'est plutôt un tel qui code dessus, ça c'est plutôt un tel, ça sert à ça pour l'exploitant, lui ses contraintes métiers, ça va être ça, quand il se passe ça c'est critique pour lui ou pas. Donc on essaye d'apporter aussi cet éclairage là aux développeurs pour comme ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des enjeux et des impacts qu'il y a derrière le code qu'ils vont produire. Bon, ça rejoint un petit peu les tests auto dans le sens où l'idée c'est de les aider à améliorer la qualité de ce qu'ils font. Et on parlait des relectures, des PR, donc je le fais pour les tests auto, je le fais également pour les traces, donc un autre sujet dont on a parlé. Oui. Mais c'est quelque chose que je relis et où je les incite à dire faites-moi relire, et ça marche, ça commence à prendre, de dire il y a eu un gros bloc qui a été complètement redéveloppé. Et la développeuse m'a dit regarde, là j'ai fait tourner le truc, j'ai extrait les logs de l'intégration continue de cette nuit, jette un œil, regarde si les niveaux te semblent cohérents, si la formulation est bien, etc. Donc c'est vraiment de la main dans la main. Tu t'as commencé à toucher un point moi qui m'intéresse là-dedans, c'est au-delà de l'outillage, de ce qu'on met comme stack en termes de test auto, de ce qu'on fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ton approche, c'est le côté très culturel. Est-ce que c'est une pratique qui vient de toi, que t'as poussé beaucoup, ou est-ce que c'était déjà une façon de faire qui était là dans ta boîte avant? Et la question sous-jacente, c'est si ça vient de toi, comment t'arrives à amener ça? Tu disais que ta développeuse, ça se passait bien et qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, mais comment c'est arrivé tout ça? Si tu te souviens, si c'est... Alors, le fait de relire les tests, c'est ça? Le fait de relire les tests, en fait, je pense plus à tout l'aspect culturel que tu mets en place. Je sais pas si tu te rends compte par rapport à... Alors c'est peut-être un biais que j'ai moi, mais par rapport au contexte dans lesquels j'ai travaillé, il y a un espèce de silo entre les testeurs et les devs. Et ils communiquent par moment. Et en général, ils communiquent plus quand il y a les tests qui sont déroulés et que tiens, ça marche pas, je t'ai créé un bug dans insérer l'outil de votre choix. Et toi, j'ai l'impression que tu travailles plutôt plus en amont, t'essaies de mettre en place une synergie un peu plus forte avec les équipes tech, que ce soit pour l'observabilité, que ce soit au moment du dev. Et moi, c'est cette culture-là que tu pousses
ou que tu incarnes, qui me paraît vraiment intéressante, qui est t'essaies de casser un peu les silos qu'il y a très très souvent dans les équipes, avec d'un côté les devs, de l'autre côté le test, d'un autre côté le métier, et puis ces gens-là se parlent par ticket interposé une fois par semaine, voire par mois, quand il y a des soucis. Je pense, je pense qu'il y a un savant mélange de choses qui étaient déjà un peu présentes dans l'entreprise et de choses où on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'il fallait faire autrement. Donc je pense que c'est quelque chose ça s'est pas fait de but en blanc, ça s'est fait petit à petit. Déjà, le contexte toujours, je suis dans une boîte, je suis dans une PME. On est 50 ETP environ, enfin un petit peu plus, mais voilà. On est dans une petite entreprise. L'équipe de dev, on doit être, je calcule. Alors si on prend large, parce qu'il y a, en gros, il y a un peu deux pôles d'équipe, une sur la partie des serveurs et puis une sur la partie des terminaux de paiement. Alors aujourd'hui, on a 3 personnes côté terminaux de paiement et puis on en a donc 8 côté du côté des serveurs, et on est 2 en qualif intégration support client. Et on est tous dans le même open space. On est rattaché au même N+1. Donc au début où j'ai commencé à faire les tests, oui, j'étais déjà dans l'équipe. Il y avait un peu moins de développeurs, mais les développeurs, c'est des gens, certains sont devenus des amis, et on se voit en dehors. Donc il y a une émulation quand même qui s'est créée. Un peu plus tard, il y a eu une tentative de créer un service qualif dédié, externalisé de l'équipe de dev, avec, comme tu le dis, un process où on recevait une version en qualif, on disait celle-là on peut commencer à te la qualifier dans 15 jours ou dans 3 semaines parce que là on est occupé sur d'autres trucs. On passait les tests puis on renvoyait la balle, donc c'était très siloté. On s'est rendu compte que ça marchait pas sur plein d'aspects, et notamment du côté du chef de projet qui ne maîtrisait plus du tout ses délais de livraison, parce que il savait quand est-ce qu'il finissait les devs, mais il savait jamais quand est-ce que la qualif finissait. Donc ça pose déjà un premier problème. Donc et puis il y avait d'autres choses ont fait que la qualif a réintégré vraiment l'équipe de réalisation au final. On fait partie de l'équipe de réalisation. Et moi je suis dans cette entreprise depuis bientôt 12 ans. Oui, c'est ça, bientôt 12 ans. Je suis sur la QA depuis peut-être 6 ou 7 ans, je sais plus. Enfin, ça fait plusieurs années que je suis sur la QA, donc je suis devenue une des références fonctionnelles. Parce que dans les équipes aussi, il y a du turnover. Et donc fatalement, les gens qui sont là depuis longtemps et qui commencent à avoir de la bouteille, que ce soit sur le fonctionnel, sur comment ça se passe dans la vraie vie, t'as envie de les avoir près de toi et qu'ils puissent interagir et intervenir rapidement et tôt dans ton process. Donc une des premières choses qui avait été faite d'ailleurs, c'est de dire quand la spec elle est produite, si j'ai pas participé à la rédaction, je la relis en même temps que les développeurs vont commencer à la relire. Et les tests, je commence à les imaginer en même temps que les développeurs commencent à développer la fonctionnalité. Alors ça, c'est dans le cas idéal. L'agenda fait que c'est pas toujours possible d'avoir ça, mais c'est le cas idéal parce que tu gagnes du temps sur plein d'aspects. Parce que déjà, les soucis, comme je vais rédiger les tests avec cet œil de OK, dans la vraie vie, comment on va utiliser ça? Quelles vont être mes interfaces, mes interfaces homme-machine, que ce soit des écrans de configuration, que ce soit les traces, et donc comment je vais rédiger mes tests, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'un équipement en face qui sera dans une certaine version, ou est-ce que c'est rétrocompatible? Donc toutes ces questions, plus tôt tu te les poses, plus tu gagnes.
Parce que forcément, quand il y a un bug, ou enfin quand il y a quelque chose à corriger, ça coûte moins cher, toujours si c'est au plus tôt dans ton process. Toujours. Si tu dois le corriger à J-2 de la livraison, t'es mal. Le temps de corriger, de refaire tourner tes tests, de relivrer, de réinstaller, etc. Enfin, à moins d'être... c'est ça. Non mais à moins d'être dans un environnement où t'as du continuous delivery et que tout est automatisé quasiment. Voilà, nous c'est pas notre cas. Je sais pas quelle est la proportion de logiciels qui sont dans ce mode de production, on va dire. Mais voilà, enfin. Une correction dans tous les cas, ça revient toujours moins cher de trouver les erreurs et de les tracer au plus tôt possible, hein. C'est l'espèce de courbe de la boucle de feedback. Le compilateur détecte des bugs instantanément. Les tests unitaires auto qui tournent dans l'IDE, ils vont prendre quelques secondes. Et puis après, dès qu'on passe au-delà de ça, si c'est des tests d'intégration qui peuvent tourner que sur un serveur, ça prend plusieurs heures. Et puis des tests manuels, ça peut prendre plusieurs jours. Et puis si on découvre en prod, après, c'est de l'ordre de la semaine potentiellement, le temps que ça revienne. Enfin voilà. Ça peut être très très long. Effectivement, au plus tôt on trouve des choses. Et c'est pour ça que l'approche d'avoir des gens qui maîtrisent le métier du test, qui soient très très proches des devs, moi je trouve ça super important. Je me posais la question aussi parce que je pense que les personnes qui nous écoutent sont en grande majorité des devs. Comment faire en sorte que de pousser cette pratique-là, mais si ça vient des devs, comment si toi t'avais pas fait ça, comment tes devs auraient pu te convaincre de dire alors moi je vois plein de pratiques, mais est-ce que t'aurais toi des conseils à donner aux devs si les silos et ces pratiques-là existent pas? Si on est siloté, potentiellement, il faut repasser par son N+1, je pense, et ça peut passer par peut-être juste exprimer le fait que on a besoin de plus de contexte et qu'on aimerait bien avoir du feedback utilisateur, on va dire, en avance de phase, et que donc qu'est-ce qui représente l'utilisateur, c'est le PO et la QA. Après, déjà c'est pas mal cette vision de se dire que la QA représente aussi l'utilisateur. Je pense pas que ce soit le cas de partout. Moi dans les contextes où je suis passé, c'était pas forcément le cas. C'est plus souvent le PO qui a ce rôle d'être porte-parole des utilisateurs, des fois au mieux. Et je trouve ça je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que dans la vision que j'ai aujourd'hui, un PO va être le porte-parole des besoins fonctionnels. Par contre, la QA doit être garante de la réponse applicative à ce besoin fonctionnel. Je me souviens, à un moment donné, je faisais la QA aussi, mais sur un projet en Scrum. Quand où on était donc tous ensemble, il y avait PO, l'équipe était assez réduite, mais donc il y avait le PO, Scrum Master, deux devs dont un des deux qui était le Scrum Master, et une des questions, moi je prenais tout de suite les stories en même temps que les devs, quand on faisait la culture de backlog notamment. Avec toujours ce regard, donc la story était rédigée en général en tant que définition donc de l'entité finale, utilisateur, exploitant ou autre. Je veux pouvoir faire ceci afin de cela. Et donc moi j'avais le regard tout de suite de ça comment je vais le tester.
Et tous les matins, tout ce qui avait été livré la veille et qui avait passé l'intégration et qui était dispo sur la plateforme d'intégration, bah je testais les stories tout de suite. Et notre but c'est quand même de valider que on a répondu aux besoins exprimés par le PO. À la limite, la façon dont ça a été codé derrière, nous, ça nous regarde pas tant que ça répond aux besoins. Mmh. Donc, s'il y a des exigences non fonctionnelles en termes de performance, par exemple, ou de robustesse, là, en QA, on aura peut-être besoin d'un coup de main d'un sachant un peu plus SI pour mesurer certaines choses qui sont ces exigences non fonctionnelles. Mais voilà, nous on doit être main dans la main avec le PO parce que il faut qu'on comprenne bien le besoin de l'utilisateur autant que les développeurs. Mais en plus, il faut qu'on comprenne comment ça s'inscrit dans le reste de la solution qui est livrée, et donc comment l'utilisateur va s'en servir pour vérifier qu'on répond correctement à son besoin. Sans ça, pour nous, on est vraiment le garant de ce qu'on livre, parce qu'il y a personne d'autre après qui va valider ça, sauf s'il y a des contextes où le PO va se charger des tests, ça peut arriver, mais je doute qu'ils aient tous le temps. Ouais, ça se passe pas toujours bien quand c'est comme ça. Ouais, c'est vraiment des petits projets et il y a largement la bande passante pour le faire, mais je pense que dans le cas général, il y a largement assez de travail pour que ce soit des personnes différentes qui le fassent. Et puis au final, c'est pas tout à fait le même profil. Le PO va être potentiellement beaucoup plus dans l'échange en amont avec le client pour lui faire exprimer son besoin. Il va avoir des leviers pour permettre de récupérer les infos. C'est-à-dire que des fois, s'il y a des chefs de projet ou des PO qui nous écoutent, des fois le client il sait pas ce qu'il veut non plus. Des fois. Et donc lui. Souvent. Donc mais voilà, il faut l'aider, lui poser les bonnes questions pour l'aider à mener sa réflexion et à affiner le besoin et voilà. Affiner son besoin et ses exigences, c'est un métier à part entière aussi. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais m'assurer que on va répondre au besoin qui a été exprimé. Par contre, aider dans la définition du besoin, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc voilà, tout le monde est complémentaire. Et pour revenir à la question initiale que tu posais, qui est comment faire en sorte peut-être d'avoir un peu moins de silos. Les décideurs, ce qui les intéresse aussi souvent, c'est le retour sur investissement. Mmh. Parce que si on va les voir en disant moi j'aimerais bien que la qualif elle vienne un peu plus chez nous et puis qu'on se fasse des échanges, que potentiellement moi j'aille tester avec eux une journée pour voir le logiciel dans la vraie vie, et puis qu'eux ils viennent avec nous. Le décideur au-dessus il va dire là tu me demandes des jours où tu vas pas produire de code et puis tu vas faire un truc. Oui mais non, c'est de l'investissement pour gagner plus, parce que quand on a justement la qualif, la qualité, la recette qui met son nez dans par exemple les tests automatiques, on améliore la couverture, on améliore la qualité des tests, et donc on gagne puisqu'on réduit le risque d'apparition d'anomalies en recette. Mmh. Et donc c'est ça de gagner. On réduit le temps de recette. Même juste ça aussi. Ouais. Y a un point que tu vois pas avec ton contexte, c'est que à l'inverse, quand les devs essaient de rentrer en contact avec
avec la qualité, c'est que potentiellement les devs peuvent aider la qualité à automatiser des tests à l'inverse, parce que j'ai l'impression que dans ton contexte vous avez déjà l'outillage interne qui permet d'automatiser un paquet de trucs. Moi j'ai vu des départements qualité où il y avait 2, 3, 4 personnes qui devaient dérouler une quantité de tests à la main absolument c'était imbitable, c'était interminable à chaque version. Le fait de casser un peu le silo et de mettre des devs là-dedans, ça peut aussi aider les testeurs à avoir à automatiser certains trucs. C'est ça systématiquement je le fais. Peut-être qu'on peut mettre en place un mode de setup rapide qui va simuler du clic. On peut mettre en place justement si à chaque fois il y a besoin de ça, peut-être des injections de données, si c'est intéressant ou pas. On peut, il y a plein de choses à faire. On peut simuler du clic. Pour laisser justement un peu le feeling des sachants en termes de tests, explorer d'autres choses et pas faire du test à chaque fois. Je refais tout le temps les mêmes. Si c'est tout le temps les mêmes, là il faut automatiser. Et je pense que fait que les devs s'en mêlent, ça peut aider aussi dans l'autre sens. Et ça peut créer ce truc-là, et ça peut permettre de justifier des fois des jours en disant y a un dev qui va passer un jour, 2 jours avec la QA, et puis on va gagner derrière pas mal en termes de rapidité de test et de réponse en termes de vitesse de livraison. Je le vois aussi dans ce sens-là potentiellement. Oui, tout à fait. Après, donc il y a suivant les contextes, il y a des choses qui existent pour l'automatisation. Enfin, quand on est sur du site web, etc., il y a des choses comme Selenium qui permettent effectivement d'automatiser des clics sur écran. Mais t'as tout à fait raison. Enfin, une QA qui passe son temps à dérouler toujours et tout le temps les mêmes tests n'a aucun intérêt. La valeur ajoutée qu'on a, c'est justement de sortir un peu du cadre, d'avoir la vision, une vision un peu autre. Donc si on est enfermé à faire tout le temps la même suite de tests, déjà personnellement je trouve pas ça très intéressant à faire. C'est lassant. Donc c'est d'une part on use les personnes en qualif. Et puis d'autre part on les utilise mal potentiellement. Donc effectivement quand la QA n'a pas de background de développement, leur permettre d'automatiser des choses, c'est bien. C'est un investissement, mais qui pour moi la question de la rentabilité ne se pose pas. Carrément. Moi, il y a un dernier truc que je voulais évoquer. On en a parlé avant quand on préparait l'épisode. C'est le concept que souvent les agilistes aiment bien. C'est le fameux tres amigos qui se situerait plus au moment de la rédaction de la spec. C'est d'avoir les 3 profils. C'est d'avoir un profil QA, un profil PO, un profil dev, voire même d'autres potentiels, mais d'avoir tous ces gens-là au moment de la rédaction de la spec pour gagner du temps, pour que la spec soit plus expressive en termes de definition of done, quand on emploie ces termes-là. Et là, c'est les personnes comme toi qui ont plus d'expérience de test qui vont avoir plus de bouteilles sur la rédaction de ces cas-là pour formaliser tout de suite dans un cadre utilisateur. Il y a les PO qui ont une meilleure compréhension du besoin, et il y a les devs qui vont pouvoir lever tout de suite des loups. Attention, ce cas-là, ça nécessite telle donnée, mais ça c'est pas compatible avec ce qu'on avait. Et moi je trouve cette pratique intéressante, et j'ai l'impression que vous êtes à 2 doigts de travailler comme ça dans ton contexte. Et moi c'est quelque chose que je cherche à pousser, tacler la complexité au plus tôt. Là j'ai employé le mot tacler, c'est un truc, ça c'est mon côté DDDiste qui remonte, parce que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça fait partie un peu des patterns stratégiques de DDD pour essayer d'améliorer la compréhension métier que vont avoir les devs, et pour ça on a besoin des profils comme toi qui viennent dire si tu testes comme ci, comme ça, tu comprendras mieux, tu t'auras des tests plus pertinents, tout ça. Et
Et voilà, donc c'était l'autre question, est-ce que tes devs font du DDD et s'ils le font pas, pourquoi tu les pousses pas là-dedans? Au moins sur la partie stratégique, parce qu'en fait, vous en faites déjà un petit peu, je pense, par votre proximité. Alors, étant loin d'être une experte du DDD, je vais avoir du mal à les pousser dans cette voie-là. Néanmoins, déjà, on a eu une petite réunion récemment qui s'est faite sur comment améliorer les choses, parce que voilà, même si on fait plein de choses pas différemment qu'ailleurs, on va pas juger si c'est mieux ou moins bien. Il y avait, il y a eu une petite synthèse de la façon dont on travaille, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. Et il y a le terme TDD qui a été employé, qui disait continuez à faire du TDD. Je fais attention, non, tu fais pas du TDD. On en est pas loin, mais on ne fait pas exactement du TDD. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter donc les épisodes de chez Cyril qui fait une bonne introduction et qui t'expliquera pourquoi ce qu'on fait ça n'en est pas complètement. Donc ça c'était la première chose. Mais effectivement au niveau de la rédaction des specs, on va pas forcément participer à la rédaction. Enfin moi je vais pas forcément toujours participer à la rédaction. En général ça se fait avec il y a d'abord l'équivalent du PO, le chef de projet, les devs et le client dans la boucle. Nous, on va faire de la relecture juste après. Dans ce but-là, effectivement, en se disant, ok, comment je teste ça? Est-ce que j'ai toutes les infos pour tester? Est-ce que moi, je vois pas des loups que le client n'aurait pas vu? Notamment parce qu'en fait, on a plusieurs clients et que le développement qu'on va réaliser pour l'un pourrait avoir des impacts chez un autre. Donc voilà, après c'est compliqué de mettre tout le monde tout le temps dans la boucle parce que il faut que les gens soient disponibles. Donc faire le tres amigos comme tu dis. Enfin aujourd'hui nous le contexte il est pas du tout, on n'est pas du tout dans de l'agilité. On est sur du bon vieux cycle en V. Mais on essaye de faire les choses intelligemment quand même. Ça n'empêche pas de s'inspirer des items intéressants du manifeste. Mais voilà, concrètement, aujourd'hui, je suis pas impliquée forcément dans les réunions, mais parce que c'est des soucis d'agenda, de disponibilité. Et on peut pas être au four et au moulin. Mais encore une fois, on essaye de mettre en place au plus tôt, de lever tout ce qu'on peut lever comme loup au plus tôt. Puisqu'effectivement, sinon c'est terrible quand c'est à la fin. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Au global, si. Enfin, moi, ça me va très bien. Tu finis un peu par le au plus tôt, qui est un peu le mojo normalement du dev, réduire la boucle de feedback, avoir les erreurs au plus tôt. Moi, plutôt et en fonction de ton contexte. Voilà, on a mis et ça dépend deux du mots contexte. magiques. C'est l'autre catchphrase favorite des pratiquants de DDD, c'est ça dépend du contexte. Tout n'est pas applicable à un instant T au même endroit, mais voilà, on peut prendre des choses en fonction du contexte. Écoute, on est parti quand même vachement loin par rapport au thème de base. C'était intéressant. Je sais pas si tu as des choses à rajouter de ton côté sur tout ce qu'on a dit. Un petit trait d'esprit pour clôturer tout ça. J'ai envie de dire aux devs, alors c'est pas de moi, j'ai entendu dans l'entreprise, mais je pense que c'est un bon conseil, c'est de dire soyez curieux. Peu importe à quel niveau vous êtes, QA, PO, dev, soyez curieux de ce que fait le voisin. On terminera là-dessus, si ça te va bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre éventuellement sur les réseaux, Virginie? Principalement sur Twitter, c'est là où il y a le plus d'activité là depuis qu'on a fait le précédent enregistrement. Donc avec le handle la fée dragée, _fait_dragée. Voilà, un petit peu sur LinkedIn, mais je crois que j'ai dû poster une fois pour dire je suis dans le podcast de Sylvain, venez écouter. Donc, Twitter c'est bien. Ok, je mettrai tout ça dans les descriptions. Écoute Virginie, merci d'être venue dans le podcast. À très bientôt j'espère.
Merci à toi, et j'espère également à bientôt, oui. Et quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.